Bonjour à tous et bienvenue au point de l'actualité de la semaine sur Afrisat Info. La fièvre Ebola a encore fait l'actualité cette semaine. Entre la sortie du Nigeria du cercle des pays touchés par le virus et l'annonce de la trouvaille très prochaine du vaccin, la maladie à virus Ebola inquiète toujours eu égard à l'annonce de cas d'infection ou de cas suspects d'infection respectivement au Mali et en Côte d'Ivoire. On en parle dans ce reportage. La fièvre hémorragique Ebola prend des proportions inquiétantes. Pour la contrer en Afrique de l'Ouest, l'Union européenne a annoncé qu'elle travaille à trouver 1 milliard d'euros. En marge de cela, il faut noter que la maladie à virus Ebola a définitivement quitté le Nigeria. Selon le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aucun nouveau cas n'a été détecté depuis une quarantaine de jours, soit 2 fois le temps normal d'incubation du virus. Si elle a quitté un pays, elle a fait incursion dans un autre. Il s'agit du Mali, où une fillette de 2 ans a été diagnostiquée infectée du virus Ebola. L'enfant et la famille ont été mis en quarantaine et pris en charge dans un centre médical à l'ouest du pays. L'enfant et la famille ont été mis en quarantaine et pris en charge dans un centre médical à l'ouest du pays. Un autre cas suspect d'infection annoncé, c'est en Côte d'Ivoire, où un aide-soignant guinéen soupçonné d'être entré en contact direct avec un malade de la fièvre Ebola en Guinée avant d'entrer sur le territoire ivoirien est activement recherché par les autorités de Mans, une ville de l'ouest du pays. Et pour clore ce chapitre sur une bonne note, l'Organisation mondiale de la santé a fait une annonce révélant la fin d'année comme la prochaine échéance pour obtenir les premiers résultats sur 2 vaccins potentiels d'Ebola. À Hong Kong, les manifestations des pro-démocrates ont continué à battre son plat. À ce sujet, le chef de l'exécutif Leung Chun-ying a accusé les forces étrangères d'être derrière ces manifestations. Cependant, les 2 camps se sont retrouvés autour de la table de discussion. On revient sur ces événements avec Alex Mokhtar. Une première série de pourparlers s'ouvre à Hong Kong entre le gouvernement de Hong Kong et les militants d'Occupy Central. Mais les manifestants se sont montrés sceptiques quant à l'issue du dialogue et ont déclaré qu'ils continueraient de protester. Les négociations se tiennent après les violents affrontements du week-end qui ont fait des dizaines de blessés à Mong Kok, l'un des principaux sites de protestation dans la ville. Confronté à ce que l'on appelle la révolution des parapluies, Leung Chun-ying, chef de la ville de Hong Kong, a déclaré que le gouvernement serait à l'écoute des revendications des étudiants. Notons que les manifestants font pression pour avoir une plus grande influence dans le choix du dirigeant de la ville au cours des élections promis par Pékin pour 2017. Ils s'opposent à la décision de Pékin de mettre sur pied un comité pro-Pékin censé sélectionner les candidats à l'élection prochaine. Le gouvernement japonais s'est vu minoré d'un membre et pour cause, la démission de la ministre de la Justice, Midori Matsushima. Elle est accusée de détournement de fonds de campagne. Alex Mokhtar. Le ministre de la Justice du Japon a démissionné lundi suite à des accusations de détournement de fonds de campagne. Peu de temps après avoir offert sa démission au Premier ministre Shinzo Abe, Midori Matsushima a déclaré aux journalistes qu'elle avait en rien violé la loi. Notons que Matsushima était la 2e femme ministre du cabinet à démissionner lundi entre 5 femmes nommées par le Premier ministre lors d'un remaniement au début du mois dernier. Suite à cette démission, le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré être responsable des actes des membres de son gouvernement puisque leur nomination l'incombe. Après plus d'une année de poursuites judiciaires, l'athlète paralympique Oscar Pistorius a été condamné le mardi 21 octobre à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire après avoir abattu sa petite amie Riva Steenkamp en 2013. Le champion paralympique a également été condamné à 3 ans avec sursis pour usage d'armes à feu. Reportage. L'athlète paralympique Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire après avoir abattu sa petite amie Riva Steenkamp en 2013. Le champion paralympique a également été condamné à 3 ans avec sursis pour usage d'armes à feu. Il a été écroué à l'issue de l'audience et a annoncé qu'il ne ferait pas appel de cette décision. La juge a clairement rejeté les arguments de la défense sur la vulnérabilité de l'accusé et sur l'impossibilité d'emprisonner un homme amputé des 2 jambes. Les prisons sud-africaines, a-t-elle dit, sont en mesure de recevoir Oscar Pistorius, un double amputé qui a besoin de soins psychologiques, a-t-elle ajouté. La famille de Riva Steenkamp, quant à elle, s'est déclarée satisfaite de la peine infligée à Oscar Pistorius. À présent, rétrospective sur les informations économiques de la semaine. Le mardi 21 octobre ont effectivement débuté les travaux concernant le colloque international sur les modes alternatifs de règlement des différends. L'événement organisé par l'OADA a été meublé par des séminaires portant sur différents thèmes. Reportage.
Au premier jour du début des travaux mardi, les participants au colloque international sur les modes alternatifs de règlement des différends organisé par l'OHADA ont été instruits à la médiation et conciliation et à l'arbitrage. La formation se déroule à la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan-Plateau. Entre autres thèmes évoqués, l'arbitrage OHADA, l'arbitrage institutionnel CCJA, les exemples des initiatives des États partis de l'OHADA et les nouvelles tendances actuelles de l'arbitrage commercial, international et régional. Plusieurs éminents hommes du droit des affaires africains et européens ont entretenu les séminaristes. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux participants de comprendre les différents aspects des thèmes en question. On a aussi appris cette semaine que le géant Bolloré a fait mauvaise figure en ce premier semestre de l'année. Ses résultats à mi-parcours sont en baisse par rapport à ceux de l'année dernière. Des mauvaises performances que le groupe français impute au dysfonctionnement constaté au port d'Abidjan. Des détails avec Noélie Richard. L'heure n'est pas à la fête au sein de la filiale ivoirienne du groupe Bolloré Africa Logistique. La publication de son bilan au premier semestre 2014 laisse entrevoir un recul de 37,3% du résultat net à 5,89 milliards de francs CFA contre 9,4 milliards de francs CFA durant la même période en 2013. Le chiffre d'affaires s'établit à 38 milliards de francs CFA en baisse de 8% sur un an. Le port d'Abidjan enregistre également une chute d'environ 5% du trafic en provenance de la France, soit 503 827 tonnes au premier semestre 2014 contre 528 827 tonnes l'année précédente. L'actualité économique, c'est aussi la Chine avec le Forum pour la région Asie-Pacifique où ont été révélés des risques persistants pour la croissance mondiale. Autre risque pour la croissance mondiale, le déclin de la croissance économique de la Chine. Et puis, cette visite inopinée de Mark Zuckerberg dans une université de la capitale chinoise au sujet de l'interconnectivité des entreprises chinoises avec le reste du monde. Reportage. Nous sommes à Beijing, en Chine. Au cours d'une séance de questions-réponses sur le campus de l'université de Tsinghua, Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, a déclaré aider les entreprises chinoises en se connectant avec les clients d'outre-mer tout en permettant au reste du monde de se connecter à la Chine. La question de l'interdiction de Facebook dans l'empire du milieu a été cependant absente de la discussion. David Wang, un concepteur de Pékin, a fait remarquer que les gens qui veulent accéder à Facebook en Chine ont besoin d'utiliser un logiciel spécial. Et il serait tellement mieux s'ils pouvaient y accéder directement. Malgré son chinois approximatif, Zuckerberg a réussi à mener la conversation dans cette langue. Le public a répondu par des applaudissements chaleureux pour son effort et ri à son humour. Zuckerberg a visité l'établissement cette semaine en tant que membre nouvellement nommé au conseil consultatif de l'école d'économie et de gestion de l'université Tsinghua et a rencontré le président de Tsinghua, Chen Jinning. La semaine a été riche en événements sportifs. Les éléphantes de Côte d'Ivoire ont royalement entamé la Coupe d'Afrique des Nations féminines avec un beau palmarès. Mais malheureusement, elles ont chuté face à l'équipe du Cameroun. Reportage. Les éléphantes, malgré leur qualification historique pour les demi-finales de la CAN, n'ont pas pu se sublimer et atteindre la finale de la dite compétition. Après un parcours plus ou moins mitigé avec un match nul, une victoire et une défaite, les Ivoiriennes ont réussi à se hisser en demi-finale où elles ont malheureusement plié les Chines sur la marque de 2-1 face aux redoutables Lions indomptables du Cameroun. Au sujet de la Ligue des Champions, on retient la victoire historique à Anfield Road du Real de Madrid contre Liverpool avec un score de 3-0. Reportage. Mardi soir, le Real de Madrid a emporté une victoire historique à Anfield Road contre Liverpool en Ligue des Champions. Les Madrilènes n'avaient jamais battu les Reds sur leurs installations en compétition européenne. Et pour cette première, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas fait dans la dentelle, infligeant un cinglant 3-0 au coéquipier de Steven Gerrard. 40 buts, c'est le record de goals inscrits lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. À noter le score éloquent de 7-1 en faveur du Bayern de Munich contre l'AS Roma. Alex Mokhtar. Le mardi s'est ouvert la 3e journée des matchs allés des phases de poule de la Ligue des Champions. Et l'on retiendra que cette journée restera dans les annales eu égard aux 40 buts marqués par les différentes équipes. L'on retiendra surtout le carton infligé par les Bavarois du Bayern de Munich au Giallorossi de l'AS Roma, score 7-1. Revirement au Master féminin de Singapour. Après l'avoir remporté contre la Serbe Ana Ivanovic, la géante du tennis Serena Williams s'est fait battre par la Roumaine Simona Halep. Des précisions avec Alex Mokhtar.
En tennis, Serena Williams, numéro 1 mondial, aura mercredi marqué l'actualité sportive au Master de Singapour. En effet, après sa première victoire face à Ana Ivanovic en ouverture du Master de Singapour, la cadette des sœurs Williams s'est laissée avoir par la fougue et la détermination de la Roumaine Simona Halep, numéro 7 mondial, qui l'a balayée en 2-7, 6-0, 6-2 dans une rencontre à sens unique qui aura vu une Serena méconnaissable. Après le retour triomphal signé par Kobe Bryant, coup de massue sur la tête de l'équipe du basketteur, les Lakers, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont été défaits par le Jazz de l'Utah dans les matchs de pré-saison. Reportage. L'actualité sportive de cette semaine aura été marquée par la tournée de pré-saison des différentes équipes de la NBA. L'on retiendra les 2 défaites des Lakers de Kobe Bryant contre le Jazz de l'Utah dans les matchs de pré-saison. Notons que ces 2 défaites n'ont en rien altéré la confiance de Kobe qui reste confiant concernant sa forme physique et mentale pour la saison régulière. À présent, la lucarne showbiz de ce journal. Revenons sur cette nouvelle plutôt apaisante. Johnny Lafleur, artiste ivoirien et figure emblématique du genre musical, le Ziglibiti, est sorti du coma depuis quelques jours, a révélé l'un de ses proches. On en sait plus dans ce reportage. Surnommé Lafleur pour ses nombreuses chemises à fleurs qu'il porte, Johnny Lafleur, c'est de lui qu'il s'agit, vient de sortir du coma. L'artiste chanteur hospitalisé depuis quelques semaines dans une polyclinique de Cocody Danga se sentirait mieux. Il est placé en réanimation et est suivi par une équipe médicale. Quoique sorti du coma, le chanteur est toujours très faible selon l'un de ses proches. Pendant que le monde entier s'échine à trouver un moyen d'endiguer l'épidémie de la fièvre Ebola, Koffi Olomide, lui, se sert de l'appellation de la maladie pour en faire un sobriquet. Cette attitude lui a valu une arrestation de quelques heures. Tous les contours de l'histoire dans ce reportage. La nouvelle vient fraîchement de nous parvenir. Le directeur de l'information et de la communication de la police de la République démocratique du Congo confirme l'arrestation de Koffi Olomide. Le Quadra Koraman a été arrêté pour avoir utilisé l'expression vieux Ebola sur une banderole annonçant un de ses concerts. Appellation qui n'est pas du goût des autorités congolaises, surtout que la maladie à virus Ebola a fait une quarantaine de morts dans le nord-ouest de la RDC, encore plus en Afrique de l'Ouest avec un total de 4500 morts. Selon un proche de l'artiste qui a requis l'anonymat, ce sont ses fans qui l'auraient surnommé ainsi. Aux dernières nouvelles, Papa Fololo a été relâché peu de temps après son arrestation. Tout comme les festivals de Cannes et de Venise qui ont un calendrier cinématographique chargé, voici un autre festival qui s'est mis en vedette la semaine dernière. C'est le Festival de Londres. L'événement a montré 248 films dans plusieurs espaces à travers Londres. Un reportage. Les films biographiques sont à l'honneur de la 58e édition du Festival de Londres qui s'ouvre avec The Imitation Game. Ce film retrace l'incroyable destin du mathématicien britannique Alan Turing, briseur de codes nazis et persécuté pour son homosexualité. C'est l'acteur Benedict Cumberbatch qui incarne le rôle de Turing. Pressenti pour être nommé à l'Oscar du meilleur acteur, il a déclaré en conférence de presse que c'était flatteur même si c'est encore trop tôt. Petit nouveau au cinéma, l'humoristique vedette américaine, présentateur du Daily Show Jon Stewart, est à Londres pour présenter son premier film, également biographique. La star Brad Pitt viendra clore le festival avec un film de guerre intitulé Fury Hall. Ce sont 248 films qui seront à l'affiche pendant les 12 jours du festival qui mêlera production hollywoodienne, documentaire et films d'auteur. Le monde de la mode est en deuil. Il a perdu l'un de ses plus grands noms. Couturier de stars et plus particulièrement de First Ladies des États-Unis, Oscar de la Renta, styliste américain âgé de 82 ans, est décédé ce lundi des suites d'un cancer qui le rongeait depuis des années. Reportage. Son site internet vient de confirmer la nouvelle. Le styliste Oscar de la Renta, connu dans le monde entier pour ses robes glamour, est décédé lundi à l'âge de 82 ans dans sa maison de Kent dans le Kentucky. Doyen des créateurs américains, le cancer dont il souffrait depuis des années a eu raison de lui. Dominicain, il avait obtenu la nationalité américaine en 1969. Considéré comme l'un des plus grands couturiers du monde entier, il avait signé le mois dernier la robe de mariée ivoire d'Amal Alamundi, épouse de l'acteur George Clooney. Il avait durant sa carrière habillé la plupart des premières dames américaines telles que Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton et Laura Bush. Voilà, c'est ici la fin de ce point de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.